Retour dans Paris Direct, c'est l'heure à présent du journal de l'économie avec Myriam Mascalo. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. D'ordinaire, les banques sont plutôt heureuses de voir les clients affluer au guichet, mais demain pour les banques chypriotes, on redoute au contraire un excès d'affluence. C'est vrai que les autorités se préparent. Ça fait 12 jours que les banques sont fermées à Chypre. Elles vont enfin rouvrir et on l'attend évidemment avec impatience, surtout ceux qui ont de l'argent dans ces banques-là. Et les autorités, elles, évidemment, redoutent un véritable rush pour un retrait massif des dépôts. Alors, normalement, ça ouvre à 10h demain matin, temps universel, midi, heure chypriote. Et il y a 300 vigiles qui ont été embauchés en plus pour assurer la sécurité de tout le monde, des fonds, des clients et des employés. Et puis, il y a un strict contrôle qui a été mis en place des retraits. On pourra pas retirer plus de 300 € par jour dans ces banques chypriotes et évidemment aussi de la sortie des capitaux. Tout ça officiellement pour 7 jours. Les détails tout de suite avec Axel Simon. Comme une impression de répétition générale à 24 heures du jour J. À Athènes, les banques chypriotes des banques du pays ont ouvert leurs guichets et sans surprise, les files d'attente se sont formées. Après 12 jours de fermeture, Nicosie prend très au sérieux la menace de fuite des capitaux. La Banque centrale du pays a donc été chargée d'édicter des mesures bancaires strictes. Objectif, limiter les virements vers l'étranger et la circulation des espèces. Selon certains médias locaux, il y aurait pour une durée de 7 jours interdiction d'encaisser des chèques en liquide, limitation à 3 000 € des sorties d'argent en espèces pour tous ceux qui quittent l'île et limitation à 5 000 € des virements et paiements à l'étranger. Des mesures contraignantes qui sont loin de rassurer les Chypriotes. Les gens, je pense, vont se révolter. Mais que les banques ouvrent ou restent fermées, de toute manière, cela ne change rien pour nous. Lundi, Chypre a évité de justesse la faillite grâce à un plan de sauvetage international, mais moyennant une restructuration drastique de son système bancaire. Pour certains analystes, de telles mesures sont à double tranchant pour l'économie du pays. Elles permettront d'éviter la fuite des capitaux, mais le contre-coup économique pourrait être violent, avec à la clé retard de paiement et manque à gagner. Mais pas de quoi inquiéter cet investisseur russe qui s'attend à un retour à la normale rapide. Je ne voudrais pas être optimiste sans raison, mais il restera toujours des avantages à investir à Chypre et tout rentrera dans l'ordre. C'est une question de jours ou de semaines. Pas si sûr, et l'exemple islandais ne devrait pas rassurer les Chypriotes. Un programme similaire a été mis en œuvre par Reykjavik, prévu initialement pour une durée de 3 mois. Il est toujours applicable, plus de 4 ans après. Et une première tête tombe dans cette crise bancaire à Chypre, celle de Yanis Kypris, c'est le directeur général de la Bank of Cyprus. Voilà, Bank of Cyprus, qui est la plus grosse banque de l'île, qui doit être bien évidemment restructurée et absorber la partie saine en fait de la Laiki Bank, qui est l'autre grande banque, la Banque Populaire. Et ces deux établissements, souvenons-nous bien sûr qu'ils vont être donc ponctionnés. Les dépôts supérieurs à 100 000 € seront ponctionnés dans ces deux banques, au-delà de 40%, pour renflouer donc tout le secteur bancaire et aussi les caisses de l'État. Quelles sont les réactions sur les places européennes, Myriam ? Les marchés sont dubitatifs, ils attendent aussi de voir si ce sera le grand rush demain et comment vont se passer les retraits. Donc à Paris, on voit un recul, le CAC perd 0,99%, moins 0,18% à Londres et Francfort qui lâche 1,15%. Évidemment que la crise chypriote est la raison essentielle de cette baisse, mais il y a aussi en embuscade l'Italie, vous en parliez, avec cette instabilité gouvernementale qui continue, avec Pierluigi Bersani, le chef du centre-gauche, qui n'arrive pas à trouver le soutien du mouvement Cinque Stelle, et très probablement, donc, il n'y aura pas de gouvernement, peut-être même de nouvelles élections très bientôt en Italie. Alors, signe de l'imbrication du système financier européen, certaines banques britanniques sont également priées de se recapitaliser. Oui, c'est la Bank of England, donc la banque centrale britannique, qui le demande. Elle n'a pas précisé quelles étaient les enseignes spécifiquement visées, mais elle évalue les besoins de recapitalisation de ces banques à 29,5 milliards d'euros. Ça n'est pas rien. Et il faut que ce soit fait d'ici la fin de l'année pour répondre à ce qu'on appelle les critères BAL 3, c'est-à-dire des critères de sécurité en quelque sorte, qui sont demandés aux établissements bancaires. 7% de fonds propres durs. Il faut absolument que ces banques aient ce montant-là en caisse pour pouvoir répondre à ces critères de sécurité. Et s'il n'est pas certain qu'elles les aient, c'est à cause, on va dire, de la crise économique, parce que cette crise, eh bien, elle peut provoquer des dépréciations d'actifs, elle peut provoquer de futurs impayés, tout simplement. Et donc, il faut que les banques se garantissent face à ces risques futurs. La crise, elle provoque aussi des départs dans un certain nombre de pays. C'est le cas notamment en Espagne où un actif sur 4 est au chômage. Voilà, un actif sur 4, un chômage qui pourrait même monter
monté à 27% cette année. Alors les Espagnols, ils prennent déjà le chemin de l'exil. Ils vont en Allemagne, ils vont dans les pays scandinaves, ils vont en Amérique du Sud, où ils ont une communauté de langue. Mais certains se contentent tout simplement de traverser la Méditerranée et s'installent au Maroc, où quand les flux migratoires s'inversent, regardez ce reportage. Apéritif et tapas, pour rien au monde, il ne manquerait à cette tradition espagnole. Pourtant, ils sont ici à Rabat, dans un restaurant tenu par un de leurs compatriotes espagnols. Venu s'installer au Maroc il y a peu, ce restaurateur trouve aux voisins du Sud de nombreux avantages. J'avais un poste qui m'attendait à Barcelone, mais à cause de la situation économique là-bas, j'ai décidé d'ouvrir ce lieu dès que je connaîtrai un peu mieux le Maroc. Il y a des secteurs dans l'économie marocaine que les Espagnols connaissent bien, comme les services ou la restauration, et dans lesquels on peut vraiment faire la différence et s'en sortir. Des secteurs qui n'attirent plus autant les foules en Espagne. Avec un chômage moyen qui frise les 26%, immigrer est devenu l'une des solutions pour échapper à la crise. Car après plus de 4 ans de récession, les perspectives d'avenir, elles non plus, ne sont pas brillantes. Menée de tambour battant depuis plus d'1 an, la politique d'austérité du gouvernement de Mariano Rajoy vise à réduire le déficit public au risque de sacrifier la croissance et de décourager les créateurs d'entreprises. Avec une tendance au gel des salaires et la mise en place de nouvelles taxes sur les sociétés, les jeunes pousses préfèrent aller tenter l'aventure entrepreneuriale ailleurs, là où la main-d'œuvre est meilleur marché. Le nord de l'Europe n'attire plus autant les jeunes générations d'Espagnols. Près de 5 ans après les premières vagues d'immigration économique du Maroc vers l'Europe, les flux migratoires sont en train de changer de sens. Moins de candidats à l'immigration sans doute côté français, on en connaît dans les grandes fortunes qui partent en Belgique, mais en tout cas les ménages ont vraiment le moral dans les chaussettes comme on dit. Et oui, parce que le pouvoir d'achat a baissé, clairement c'est l'INSEE qui le dit, l'année dernière, moins 0,8% en moins, donc en moins bien sûr au 4e trimestre à la fin de l'année et moins 0,4% sur l'ensemble de l'année 2012. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Et alors pourquoi cette baisse ? Eh bien évidemment il y a l'absence de croissance qui entraîne évidemment aussi du chômage. Et forcément, on perd en pouvoir d'achat. Il y a aussi le gel des salaires, qui est une conséquence de la crise. Mais il y a également la hausse d'impôts qui a été décidée par le nouveau gouvernement pour remplir les caisses de l'État. Seulement, voilà, ça vide la poche des citoyens. Et cette nouvelle crainte pour l'emploi avec les risques d'une entreprise, la mise en redressement judiciaire de Kemwan, c'est un des géants de la chimie en France. Et il y a 1400 emplois qui sont menacés, en tout cas en première ligne, sans parler du reste de la filière. Et Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, dit aujourd'hui vouloir chercher justement une solution commune avec l'ensemble des acteurs de cette filière et d'expliquer que la France n'avait aucune raison d'importer son PVC parce qu'elle était capable de le fabriquer elle-même. Ce géant à présent qui pourrait rayonner dans le Pacifique, l'alliance Qantas-Emirates, l'autorité australienne de la concurrence vient de donner son feu vert. Voilà, et donc les deux compagnies vont pouvoir vraiment mettre en œuvre cette alliance commerciale. Ça va être une harmonisation de leurs tarifs, ça va être une harmonisation aussi de leurs horaires. Qantas, l'australienne, va déplacer son hub pour ses vols vers l'Europe de Singapour aujourd'hui vers Dubaï. Et d'après l'autorité de la concurrence australienne, eh bien, ce sera la clé de meilleurs tarifs pour les voyageurs et aussi de meilleurs résultats opérationnels pour les compagnies. Merci beaucoup, Mme Mascarel. On vous retrouve dans la suite de cette soirée pour un nouveau journal de l'économie. Tout de suite, c'est la météo. Restez avec nous. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.